Vivez en paix. 9h09, rebonjour Caroline Cloutier, experte en services funéraires, bien sûr de la coopérative funéraire du Grand Montréal. La thanatopraxie. Oui. Alors, il faut différencier la thanatopraxie de la thanatologie. Oui, j'aurais dit que c'est peut-être une autre façon d'appeler la chose, c'est pas ça du tout. Non, pas tout à fait. La thanatologie, là, c'est vraiment la science qui étudie la mort. La thanatopraxie, c'est également l'art. Donc, c'est l'art et la science qui comprennent les techniques modernes pour préserver un corps. Et dans le but là, d'éviter la décomposition naturelle pour pouvoir le présenter pour les funérailles. Et aussi, ça a pour but là, de détruire tous les organismes pathogènes possibles. OK. L'étymologie. Donc, on défait le mot, on retrouve thanatos et praxie. Thanatos, c'est une divinité grecque de la mort. Souvent, dans la mythologie, là, Thanatos est associé à Eros. Eros et Thanatos, c'est aux antipodes. Hein? C'est la vie et la mort. Oui, Eros, c'est la pulsion de donner la vie, puis Thanatos, c'est la mort, à l'opposé. Et praxie, ça, c'est une opération. Hein? C'est exécuter une opération manuelle. Donc, il s'agit comme d'une chirurgie qui est post-mortem. Si on recule dans l'histoire, de préserver les corps, ça remonte à l'Antiquité avec des procédés qu'on connaît là, des Égyptiens, donc la momification. À la même période, au Pérou, pour préserver les corps, on utilisait la déshydratation naturelle. Ah bon? Mais les corps les mieux préservés ont été retrouvés en Chine. Et là, c'est pas grâce à des produits, bien qu'on utilisait des sels de mercure, de l'antimoine, tout ça. Mais pourquoi les corps étaient aussi bien préservés? C'était grâce à une température idéale. Puis aussi l'humidité qui était idéale. Et on ensevelissait les corps sous de nombreuses couches de charbon de bois puis d'argile. Et ça a fait que on avait découvert ça, on avait compris ça. Bien, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs pour en arriver à ça. Et pourquoi on tenait tant à préserver les corps? C'est qu'on croyait que ce serait plus facile de retrouver son âme. Ah, si le corps était en bonne condition, peut-être avec un peu de chance, l'âme pourrait retourner dans le corps. C'est ce qu'on croyait à l'époque. C'est une belle croyance. Oui, tout à fait. C'est poétique à souhait. Mais maintenant, pourquoi on fait tout ça? On ne fait pas tout ça, mais on fait quelque chose de similaire. Il y a une opération qui est pratiquée. Dans l'ère moderne, là, qu'est-ce qui a poussé à vouloir, ici en Amérique du Nord, à vouloir embaumer les corps? C'est suite à la guerre de Sécession. Donc, pendant la guerre civile, il est décédé 620 000 soldats. Et on a voulu retourner les corps des soldats à leur famille. Donc, c'est pour ça on embaumait les corps. OK. Donc, la guerre de Sécession nous a laissé cet héritage-là. Là, on parle de quoi? On parle de... On parle là, de 1861 à 1865 même. Pour la guerre de Sécession. Il y avait, quelques années auparavant, un Hollandais qui était médecin, anatomiste, botaniste, qui avait mis au point une recette pour faire un embaumement artériel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, l'embaumement artériel. Hein? On remplace le sang par toutes les veines, les artères, là, par la circulation sanguine, par un liquide de conservation. Mais à l'époque, ce fameux Hollandais avait mis au point une liqueur balsamique préservative et sa recette est restée totalement secrète jusqu'à son décès. Et je ne sais pas s'il en a bu, mais lui, il s'est préservé très longtemps. Pour l'époque, là, il a vécu jusqu'à 93 ans. Donc, dans les années 1600, là, c'est quand même assez exceptionnel. Et si on revient à la guerre de Sécession, c'est un docteur, Dr. Holmes, qui a été commissionné par le corps médical de l'armée vraiment là, pour l'embaumement des corps. Mais c'est certain qu'il y a eu toute une équipe pour l'aider, mais on dit aujourd'hui que le Dr. Holmes, c'est le père de l'embaumement aux États-Unis. OK, de l'embaumement moderne. Là. Oui. Mais là, il y a eu des découvertes qui ont été faites. Il y a eu des découvertes. Deux ans après la guerre de Sécession, on a découvert le formaldéhyde. On utilise encore des fluides à base de formaldéhyde pour l'embaumement.
Et ça, c'est un chimiste allemand qui a mis au point cette fameuse concoction qui a été améliorée par la suite là, par un Italien. Mais on a vraiment essayé toutes sortes de recettes. Et à un certain moment donné, on utilisait même de l'arsenic. Et là, on a arrêté... Ça pouvait être dangereux pour l'embaumeur. Bien, exactement. Là, il y avait des dangers pour les manipulateurs. Là. C'est beau préserver les défunts, mais c'était dangereux pour les vivants. Puis c'était dangereux aussi au niveau des cimetières. Enterrer les corps avec de l'arsenic, ça pouvait... Là, imagine des milliers de corps. Oui, vraiment là, détruire complètement la nappe là, des cimetières. Oui, tout à fait. C'est pas trop environnemental. C'est pas très environnemental. Mais est-ce qu'on peut embaumer comme on veut? Est-ce qu'il existe des règles? Oui. Maintenant, il y a des règles très strictes. Premièrement, pour pratiquer un embaumement, il faut avoir un diplôme de technique de thanatologie. Ça se donne ici au Collège de Rosemont. Hein? C'est une technique, donc c'est un 3 ans au cégep. Mais il faut respecter des règles au niveau du laboratoire. Et là, il y en a de nombreuses. Par exemple, un laboratoire doit avoir un minimum de 13 mètres carrés, être muni d'un système de ventilation, d'eau chaude, d'eau froide, d'avoir une table en acier inoxydable. Et tous les murs planchers doivent être facilement lavables, donc aucun matériau poreux. Il y a vraiment là, de nombreuses lois, Est-ce qu'il y a des inspections régulières qui sont faites? Il y a des inspections qui sont faites. Oui, il faut absolument respecter ces règles-là. Que tout soit fait dans les règles de l'art. Oui. Voilà, voilà, vous en savez un peu plus long sur merci beaucoup, l'histoire Caroline de la Cloutier. thanatopraxie. Et toi, es-tu thanatopraxiste? Oui. Aussi, donc, on dit thanatopracteur. Puis on dit pas c'est tough à dire. Thanatopractrice. Faut trouver quelque chose de plus facile. Oui, c'est pas facile. Je vais trouver quelque chose d'ici une semaine. Il y a des assemblées générale le 1er décembre à 10h à l'école secondaire André Laurando de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Oui. Du Grand Montréal ou section Rive-Sud Non, seulement? Du Grand Montréal, c'est notre assemblée générale. Donc il y a des élections, oui. Vous pouvez venir nombreux. Il y a des navettes aussi qui partent là, de chacune des succursales Longueuil, Laval, Montréal pour aider le transport vers l'école secondaire André Laurando. 1er décembre, donc c'est pendant le week-end, c'est samedi matin à 10h. Et invitation à Noël sans toi à la succursale de Longueuil le lundi 10 décembre. L'accueil se fait à 18h30. Oui, pour venir en aide là, pour les gens qui ont perdu quelqu'un pendant l'année, pour passer un meilleur Noël sans son être cher. Pour plus de détails, allez cliquer sur notre page Facebook, Coopérative funéraire du Grand Montréal. Merci beaucoup, Caroline Cloutier, experte en services funéraires. Vivez en paix, présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.